L'air d'été au-dessus du Brandebourg miroite de chaleur, alors que le Hauptmann Werner Thierfelder marche vers le chasseur posé sur l'aire de béton de Rechlin. C'est le 20 juillet 1944 et l'avion devant lui ne devrait pas exister ici. La peinture kaki-olive est rayée et décolorée. Quelqu'un a grossièrement peint des croix de la Luftwaffe, là où des étoiles américaines proclamaient autrefois leur allégeance. Mais aucune quantité de peinture ne peut déguiser ce que cette machine représente. Il fait le tour du P-51D Mustang lentement, méthodiquement, comme un prédateur pourrait évaluer une proie inconnue, ou comme une proie pourrait étudier son prédateur. Le fuselage est plus étroit qu'il ne s'y attendait, presque délicat comparé au Focke-Wulf robuste qu'il a l'habitude de piloter. Sa main glisse le long du bord d'attaque de l'aile, sentant la douceur de la surface d'écoulement laminaire dont les ingénieurs allemands ont entendu parler, mais qu'ils n'ont jamais réussi à reproduire en production. La peau d'aluminium semble mince, presque fragile. Philosophie de fabrication américaine, pense-t-il. Construisez léger, construisez vite, construisez 10 000 exemplaires. Pendant 4 ans, Werner Thierfelder a servi la Luftwaffe. D'abord comme pilote de chasse volant des missions d'interception contre les bombardiers de la RAF au-dessus de la Ruhr, plus tard comme pilote d'essai dans cette installation secrète au nord de Berlin. Il a piloté des Yak soviétiques capturés qui se maniaient comme des tracteurs avec des ailes. Il a testé des Spitfire britanniques qui viraient magnifiquement mais manquaient de carburant embarrassamment vite. Il a évalué le P-47 Thunderbolt américain, un chasseur massif à moteur en étoile que les pilotes allemands surnommaient le Pichet pour sa ressemblance avec un pot à lait, puissant en piqué, mais manquant d'agilité pour un combat tournoyant prolongé. Mais cet avion est différent. Les rapports filtrants du front ouest sont devenus de plus en plus urgents, de plus en plus troublants. Les pilotes de la Luftwaffe rencontrent un chasseur qui semble violer les contraintes fondamentales de l'ingénierie aéronautique. Un chasseur d'escorte à longue portée ne devrait pas être possible. Selon la théorie aérodynamique allemande, le poids du carburant requis pour une portée étendue devrait rendre l'avion trop lourd pour une performance compétitive. Pourtant, les Américains escortent d'une manière ou d'une autre leur formation de bombardiers lourds jusqu'à Berlin et retour, et le chasseur fournissant cette escorte surpasse les meilleurs intercepteurs allemands au combat. Si vous appréciez cette plongée profonde dans l'histoire, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le Mustang a été forcé à atterrir près d'Arnhem il y a 2 semaines. Son moteur Merlin, construit par Packard, toussait et défaillait, après ce que le pilote a signalé comme un problème de contamination du carburant. Il a atterri sur le ventre dans un champ, l'avion glissant jusqu'à l'arrêt largement intact. Les forces terrestres de la Wehrmacht l'ont sécurisé avant que le pilote ne puisse le détruire. En quelques heures, il était transporté vers l'est, loin des lignes de front qui avançaient vers Rechlin. Les ordres de Thierfelder sont simples. Évaluer les caractéristiques de performance de l'avion, identifier ses forces et faiblesses, et déterminer si les rapports de combat sont précis ou exagérés. Trouver quelque chose que les pilotes allemands peuvent exploiter. Ils montent sur l'aile et glissent dans le cockpit. La position du siège est immédiatement remarquable, placé plus haut que l'ont les chasseurs allemands, offrant une visibilité exceptionnelle. La verrière est une conception en bulle, une seule pièce de plexiglas incurvé sans cadre interrompant la vue. Il peut voir dans presque toutes les directions. Dans un Messerschmitt Bf 109, le cadre lourd de la verrière crée des angles morts significatifs. Ici, il n'y en a aucun. Le tableau de bord s'étend devant lui, étiqueté en anglais. Quelqu'un a ajouté de petites bandes de papier avec des traductions allemandes. Pression du collecteur, mélange de carburant, température du liquide de refroidissement. La disposition est logique, tout à portée de main. Ergonomie américaine, note-t-il. Ils conçoivent pour le pilote, plutôt que de concevoir le pilote pour s'adapter à l'avion. Il étudie le secteur des gaz. Les gaz, eux-mêmes, sont du côté gauche, ce qui demandera un ajustement. Les chasseurs allemands le placent à droite, mais le positionnement semble naturel une fois que sa main le trouve. Sous les gaz, le contrôle du mélange et le levier de pas d'hélice. Les Américains utilisent une hélice à vitesse constante, ajustant automatiquement l'angle des pales pour maintenir le régime optimal. Un autre exemple de leur philosophie, automatiser ce qui peut être automatisé pour que le pilote puisse se concentrer sur le combat. Les spécifications techniques ont été méticuleusement documentées par le personnel d'ingénierie de Rechlin au cours de la semaine passée. Le moteur Packard V1650-7, essentiellement un Rolls-Royce Merlin 61 construit sous licence, produit 1490 chevaux à la puissance d'urgence de guerre avec injection d'eau méthanol. Le compresseur à 2 étages et 2 vitesses maintient la puissance de sortie à des altitudes où les moteurs allemands commencent à peiner. L'hélice est une unité Hamilton standard à 4 pales de 3,35 m de diamètre. Poids à vide de 3194 kg, poids maximum au décollage 5488 kg. C'est avec le carburant interne complet et les munitions. Ajoutez 2 réservoirs largables externes et le poids augmente à plus de 6350 kg. Pourtant,
Les rapports de combat indiquent que l'avion reste manœuvrable, même avec ce fardeau. L'armement est purement basé sur les armes. 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50, 3 dans chaque aile. Pas de canon, contrairement à la pratique allemande. Les Américains ont choisi le volume de feu plutôt que la puissance de frappe, pariant que les projectiles de calibre 50 frappant à un rythme élevé accompliront ce que quelques obus de canon pourraient manquer. Au combat, les pilotes de la Luftwaffe rapportent que les canons du Mustang sont dévastatrices efficaces, particulièrement dans le tir avec déflexion, où le taux de feu élevé crée un cône de balles à travers lequel un avion ennemi doit passer. Kierfelder signale à l'équipe au sol. Ils se déplacent vers leur position autour de l'avion, cale prête, extincteur à portée de main. Personne n'est entièrement certain que ce moteur américain démarrera de manière fiable avec du carburant allemand et l'entretien allemand. Le Merlin est notoirement particulier quant à la qualité du carburant. Il nécessite de l'essence à haut indice d'octane que l'Allemagne ne peut plus produire en quantité suffisante. Ils utilisent du carburant américain capturé pour ce test, stocké à partir de dépôts de ravitaillement débordés en France. Il suit la procédure de démarrage qui a été traduite et affichée dans le cockpit. Mélange de carburant riche, les gaz entrouverts d'un pouce, magnéto sur les deux. Son pouce trouve le bouton de démarrage. Le moteur tourne une fois, 2 fois, démarre. L'hélice à 4 pales commence à tourner lentement au début, puis en tournant en un disque invisible. Le son distinctif du Merlin emplit l'air. Un grondement profond et lisse, fondamentalement différent du ronronnement mécanique plus dur d'un Daimler-Benz DB605. Il y a une qualité raffinée, une impression de fabrication de précision et de tolérance soigneuse. Les Britanniques ont conçu ce moteur dans les années 1930 comme groupe motopropulseur de course, puis l'ont adapté pour le Spitfire. Les Américains ont pris la conception, amélioré le processus de fabrication et l'ont produit en quantité que l'industrie allemande ne peut égaler. Des dizaines de milliers de Merlins ont été construits. Ils alimentent non seulement le Mustang, mais aussi le prédécesseur britannique du P-51, le légendaire Spitfire, ainsi que le bombardier lourd Lancaster. C'est peut-être le moteur d'avion le plus réussi de la guerre, et il n'est pas allemand. Cela trouble Tierfelder plus qu'il ne veut l'admettre. Il a été élevé dans la mythologie de la supériorité technique allemande. L'appareil de propagande du Reich a passé des années à cultiver l'image de l'ingénierie allemande comme la meilleure au monde. Les premières victoires de 1940 et 1941 semblaient confirmer ce récit. Les chars allemands ont envahi la Pologne et la France. La Luftwaffe a balayé l'armée de l'air polonaise et gravement endommagé la française. Même la vantée RAF a été combattue jusqu'à l'impasse au-dessus de la Grande-Bretagne. Ou du moins, c'est ce que prétend la version officielle. Mais 1944 raconte une histoire différente. La Luftwaffe perd des pilotes plus vite qu'ils ne peuvent être formés. La production d'avions augmente en fait. Les usines produisent des Messerschmitt et des Focke-Wulf en nombre record. Pourtant, les chasseurs allemands sont détruits plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Non pas à cause de la capacité de fabrication, mais à cause de l'écart de qualité dans les machines et les pilotes. Les pilotes américains arrivent au-dessus de l'Allemagne avec 200 à 300 heures de formation de vol. Les pilotes allemands reçoivent maintenant 30 à 50 heures avant d'être jetés au combat. Les Américains pilotent des avions qui semblent violer les lois supposées de l'ingénierie aéronautique. Les Allemands pilotent de versions raffinées de conception de 1939. Améliorations incrémentielles de concepts obsolescents. Tierfelder commence son roulage, dirigeant le Mustang vers la piste principale de Rechlin. La roulette de queue est orientable, reliée aux pédales du gouvernail, fournissant un contrôle au sol précis. La visibilité par-dessus le nez est adéquate, meilleure que dans le BF-109 avec son train d'atterrissage à voie étroite et son attitude nez haut, bien que pas tout à fait aussi bonne que dans la configuration à large empattement du Focke-Wulf 190. Il effectue ses vérifications avant décollage. Commande de vol libre et correcte. Volet compensateur réglé pour le décollage. Sélecteur de carburant, réservoir principal, mélange riche. Hélice complètement en avant. Volet relevé pour le décollage. Les Américains n'utilisent pas de volet pour les décollages normaux, s'appuyant plutôt sur les caractéristiques de portance inhérentes de l'aile. La tour l'autorise au départ. Il tourne sur la piste, aligne le nez avec la ligne centrale, et avance les gaz doucement. L'accélération est immédiate et autoritaire. La puissance du Merlin le repousse dans le siège alors que le Mustang fonce sur le béton. La queue se lève rapidement, améliorant dramatiquement la visibilité. Indicateur de vitesse grimpant. 100 km/h, 150, 200. À 220 km/h, Tierfelder tire doucement sur le manche et le Mustang se soulève proprement dans les airs. La piste s'éloigne sous lui. 400 mètres de roulage au décollage. Son Focke-Wulf 190 nécessite typiquement 600 mètres. Déjà un avantage. Train rentré. Le train d'atterrissage se rétracte dans les ailes avec un bruit sourd solide et le grondement caractéristique des systèmes mécaniques faisant leur travail. Et puis immédiatement, viscéralement, Tierfelder ressent quelque chose d'inattendu. Le Mustang accélère comme s'il avait été libéré de contraintes. Il n'y a pas de lutte contre la traînée.
Pas de sensation de l'avion luttant pour convertir la puissance en vitesse. Il va simplement. L'aiguille de vitesse monte régulièrement. 250, 300, 350 km/h. Il est à peine à 1500 mètres d'altitude et déjà le Mustang se déplace plus vite que de nombreux chasseurs allemands à leur vitesse maximale. L'avion monte au-dessus de la campagne de Brandebourg, passant par 2000 mètres, 2500. Thierfelder fait de petites entrées aux commandes, sentant les réponses du Mustang. Les ailerons sont légers mais efficaces. Il peut incliner l'avion avec un effort minimal. La gouverne de profondeur est douce, progressive, aucune tendance vers la sensibilité de tangage ou le surcontrôle. Le gouvernail nécessite peu d'entrée, même en vol en montée. Le couple du moteur est bien équilibré. C'est un avion conçu pour des missions de longue durée, réalise-t-il. Tout dans le maniement suggère un accent sur le confort du pilote et la réduction de la fatigue. Un chasseur allemand exige une attention constante, de petites corrections constantes. Le Mustang semble content de voler lui-même pendant que le pilote s'occupe de la navigation, du maintien de la formation ou de la surveillance des ennemis. À 3000 mètres, il se met en palier et commence une évaluation systématique. Virage doux à gauche, à droite, inclinaison plus prononcée. Le Mustang répond de manière prévisible, progressive. Il n'y a pas de mauvaises habitudes. Pas de tendance vers les tonneaux secs ou les vrilles. C'est, pense-t-il, presque ennuyeusement stable, ce qui est exactement ce que vous voulez pour un chasseur qui doit escorter des bombardiers à travers des heures de vol en territoire hostile. Puis, il ouvre les gaz à la puissance continue maximale et pousse légèrement vers l'avant sur le manche, passant à l'accélération en palier. La réponse est extraordinaire. L'indicateur de vitesse grimpe avec une rapidité troublante. 350 km/h, 400, 450, 500. Le Mustang accélère encore. 550, 600, 650. À 4500 mètres d'altitude, l'avion atteint 715 km/h, environ 444 miles par heure dans le système de mesure américain. Thierfelder a piloté le Focke-Wulf 190 A8, l'un des chasseurs de premier plan de l'Allemagne. Considéré parmi les meilleurs intercepteurs disponibles pour la Luftwaffe, cet avion atteint une vitesse maximale d'environ 653 km/h à l'altitude optimale. Le Messerschmitt Bf 109J, qui forme l'épine dorsale des ailes de chasse allemandes, peut à peine dépasser 621 km/h dans des conditions idéales. Ce chasseur américain n'est pas marginalement plus rapide. Il est plus rapide d'une manière qui modifie fondamentalement l'équation tactique du combat aérien. Un avantage de vitesse de 60 km/h signifie qu'un pilote allemand ne peut pas rattraper un Mustang en fuite, ne peut pas échapper à un Mustang qui le poursuit, ne peut pas dicter les termes de l'engagement. Le pilote américain choisit quand combattre et quand se désengager. Le pilote allemand n'a d'autre choix que d'accepter ce que le pilote du Mustang décide. 4 ans de guerre ont appris à Thierfelder que la vitesse en aviation de combat n'est pas seulement une question d'aller vite, c'est une question de contrôler l'engagement. L'avion le plus rapide décide si le combat a lieu. Dans le combat chasseur contre chasseur, c'est décisif. Il pousse le nez vers le bas et commence un test de montée, avançant les gaz à la puissance d'urgence de guerre. Le système d'injection d'eau méthanol s'active, alimentant un mélange dans le compresseur pour empêcher la détonation et permettre au moteur de produire une puissance maximale. Le rugissement du Merlin s'approfondit alors qu'il génère ses 1490 chevaux complets. Le Mustang monte fortement à travers 5000 mètres, 6000. Les chasseurs allemands commencent à perdre en performance à ces altitudes alors que leur compresseur mono-étagé peine à comprimer l'air qui s'amincit. Le compresseur à 2 étages du Mustang, un chef-d'œuvre d'ingénierie britannique raffiné par la fabrication américaine, maintient la puissance de sortie, 7000 mètres, 8000. À des altitudes où les Messerschmitt deviennent lents et peu réactifs, où les Focke-Wulf peinent à maintenir la vitesse, le Mustang se sent entièrement à l'aise. Les commandes restent efficaces. Le moteur produit une puissance douce et fiable. C'est l'élément de l'avion. 9000 mètres, 10 000, à 10 000 mètres, 32 800 pieds, le Mustang monte encore à plus de 4 mètres par seconde. Le plafond de service officiel est indiqué comme 12 070 mètres. Mais Thierfelder soupçonne que l'avion pourrait aller plus haut s'il le lui demandait. Cela explique tout. Les rapports de combat ne sont pas exagérés. Ils sont probablement sous-estimés. Les bombardiers lourds américains opèrent à 7000 à 8000 mètres d'altitude, où la DCA allemande est moins efficace et où la privation d'oxygène affecte les pilotes de chasse allemands qui ont souvent un équipement inadéquat. Les escortes Mustang opèrent au-dessus des bombardiers entre 9000 et 11000 mètres, où ils peuvent plonger sur n'importe quels intercepteurs de la Luftwaffe montant à l'attaque. Les pilotes allemands doivent monter à travers les formations de bombardiers à travers le feu défensif concentré de centaines de mitrailleuses de calibre 50. Puis engager les chasseurs à une altitude où leurs propres avions luttent pour la performance, tandis que les Mustangs opèrent dans leur enveloppe optimale. Ce n'est pas un combat équitable. Il n'a jamais été conçu pour être un combat équitable. Thierfelder se met en palier à 8000 mètres et commence une série de tests de manœuvrabilité. Il incline le Mustang à gauche, puis à droite, évaluant la réponse des ailerons en altitude. Les commandes restent vives,
Réactive. Il entre dans un virage ascendant, sentant les forces de gravité le presser dans le siège. L'appareil maintient le virage sans roulis ni glissement. Il inverse, inclinant à droite et tirant fort. Le Mustang répond immédiatement, transitionnant en douceur d'un virage à forger à un autre. C'est là qu'il s'attend à trouver la faiblesse. Les chasseurs à long rayon d'action sacrifient traditionnellement la maniabilité pour l'endurance, le poids de carburant supplémentaire, les compromis aérodynamiques nécessaires pour une portée étendue. Ceci devrait rendre l'appareil moins compétitif dans un combat tournoyant. Le Spitfire tourne magnifiquement, mais porte du carburant pour à peine 2 heures de combat. Le P-47 Thunderbolt américain a une excellente portée, mais combat comme l'appareil lourd qu'il est, s'appuyant sur la vitesse et les attaques en piqué plutôt que sur des engagements tournoyants soutenus. Le Mustang semble ignorer cette supposée dichotomie. Il tourne avec autorité. Pas tout à fait aussi serré qu'un Bf-109 à basse altitude. Le chasseur allemand, avec sa charge alaire légère, lui donne un avantage en rayon de virage pur, mais bien mieux que n'importe quel chasseur à long rayon d'action qui aurait le droit de tourner. Et en altitude, où l'air raréfié réduit l'efficacité de la petite aile du 109, la plus grande surface alaire du Mustang fournit une portance supérieure. Ici, au-dessus de 7000 mètres, le Mustang pourrait effectivement surpasser un Messerschmitt en virage. Il continue l'évaluation, documentant méthodiquement les caractéristiques de maniabilité de l'appareil à diverses vitesses et altitudes. Vol lent, stable, avec un avertissement de décrochage adéquat par buffeting. Le décrochage lui-même est bénin, sans tendance au décrochage d'aile ou à l'entrée en vrille. La récupération est simple. Relâcher la pression arrière, ajouter de la puissance, regagner la vitesse de vol, maniabilité à haute vitesse. L'appareil reste stable et contrôlable, pas de flottement, pas de vibration excessive. Les commandes deviennent plus lourdes à haute vitesse, nécessitant plus de force, mais restent progressives et prévisibles. C'est une bonne conception. Des commandes lourdes empêchent le pilote de surcontraindre la cellule avec des entrées brusques à des vitesses où les limites structurelles deviennent critiques. Maintenant pour le test qui révélera le plus les caractéristiques de plongée à haute vitesse. Les chasseurs allemands ont une relation troublée avec les attaques en piqué. Le Bf-109 en particulier souffre de problèmes de compressibilité à haute vitesse. Lorsque l'appareil approche la vitesse du son, qui est plus basse en altitude en raison des températures froides, l'écoulement d'air sur les ailes et les surfaces de contrôle commence à atteindre des vitesses transsoniques. Des ondes de choc se forment, les commandes deviennent non réactives ou se bloquent entièrement. L'appareil entre dans une condition où le pilote ne peut pas récupérer, tombant vers la terre jusqu'à ce que soit la plongée s'aplatisse à plus basse altitude, où la vitesse du son est plus élevée, soit l'appareil se désintègre sous les charges aérodynamiques. Des pilotes de la Luftwaffe sont morts ainsi. L'entraînement met l'accent sur la prudence dans les plongées à haute vitesse. S'engager, attaquer mais ne pas poursuivre un ennemi en plongée au-delà de certaines limites de vitesse. Tierfelder pointe le nez du Mustang vers le bas. 15 degrés sous l'horizon. Bat. 30 degrés. Il avance la manette des gaz, ajoutant de la puissance à la plongée. L'indicateur de vitesse commence son ascension. 500 km/h. 550. 6 cents. L'appareil reste stable, traçant droit sur sa trajectoire de vol. 650. 700. Il accentue la plongée à 45 degrés. Le sol en dessous. Terres agricoles vertes du Brandebourg, entrecroisées de routes et de villages, grossi dans le pare-brise. 750 km/h. 800. Les commandes restent réactives. Il peut sentir la pression sur le manche. Les forces aérodynamiques résistant à ces entrées, mais les ailerons et la gouverne de profondeur continuent de fonctionner. Il n'y a pas de buffeting, pas de sensation d'imminence de défaillance structurelle. Le Mustang plonge à plus de 800 km/h, approchant 500 mph, et il se sent contrôlé, presque routinier. À 805 km/h, Tierfelder tire fermement en arrière sur le manche. L'appareil répond immédiatement. Le nez se lève. Les forces G augmentent. 3G, 4G. Le pressant dans le siège, assombrissant sa vision sur les bords. La plongée s'aplatit, transite vers un vol en palier, puis vers une montée. Le Mustang perd de la vitesse rapidement, échangeant la vélocité pour l'altitude, et se stabilise en vol en palier à 4000 mètres. Pas de plainte structurelle, pas de problème de contrôle, pas de surprise. C'est la pièce qui complète le tableau tactique. Un pilote de la Luftwaffe qui tente d'échapper à un Mustang en plongeant ne s'échappera pas. Le Mustang peut le suivre vers le bas, rester contrôlé à des vitesses où les chasseurs allemands deviennent non réactifs, et avoir encore la puissance pour remonter ensuite. Il n'y a pas de vecteur d'évasion sûr, sauf peut-être une fuite à très basse altitude, où la proximité du sol pourrait dissuader la poursuite. Mais même cela est douteux, étant donné l'excellente visibilité et les caractéristiques de maniabilité du Mustang. Chaque option tactique sur laquelle les pilotes allemands se sont appuyés pendant 4 ans de combat aérien, vitesse,
altitude, attaque en piqué, a été annulé par cette conception d'appareil unique. Felder commence sa descente de retour vers Rushlin, réduisant les gaz pour conserver le carburant. Le Mustang porte encore près de 70% de son carburant interne après 40 minutes de tests de vol agressifs, incluant plusieurs montées à haute altitude et courses à haute vitesse. La gestion du carburant est extraordinaire. Les réservoirs internes contiennent 1100 livres de carburant, environ 170 gallons. Ajoutez 2 réservoirs externes largables 110 gallons chacun, et la charge totale de carburant atteint 390 gallons. Les chiffres se traduisent par un rayon de combat d'environ 750 miles avec réservoir largable. Le Mustang peut voler d'Angleterre à Berlin, une distance de près de 600 miles, escorter des bombardiers sur la cible, s'engager dans le combat et retourner en Angleterre. Aucun chasseur allemand ne peut faire cette affirmation. Le Bf-109G a un rayon de combat d'environ 200 miles. Le Focke-Wulf 190A gère peut-être 320 miles avec un réservoir largable. Les chasseurs allemands doivent opérer près de leur base. Ils décollent en urgence, montent à l'altitude d'interception, engagent les bombardiers, atterrissent pour faire le plein et se réarmer. S'ils sont attirés loin de leur base par les escortes américaines, ils doivent rompre le combat pour atteindre leurs aérodromes avant l'épuisement du carburant. Là, les Américains ne souffrent d'aucune telle contrainte. Ils peuvent rester au-dessus du territoire allemand pendant des heures, toujours présents, toujours une menace. Les implications stratégiques sont dévastatrices. Il entre dans les circuits d'atterrissage à Rechlin, réduit la puissance et sort le train d'atterrissage. Le Mustang ralentit à la vitesse d'approche en douceur. Volet baissé, le nez de l'appareil pique légèrement vers le bas, nécessitant une petite pression arrière sur le manche pour maintenir la trajectoire de descente. Au-dessus du seuil de piste, manette au ralenti. Pression arrière douce. Les roues principales embrassent le béton. La queue se pose et le Mustang roule droit et vrai. 47 minutes de temps de vol. 47 minutes qui ont fondamentalement altéré la compréhension de Felder de la guerre aérienne. Il roule au sol vers la zone de dispersion où l'équipe au sol et les ingénieurs attendent pendant qu'il arrête le moteur. De Merlin ralentissant avec un gémissement décroissant. Il organise ses pensées. Le rapport qu'il déposera doit être précis, technique et honnête. Le haut commandement de la Luftwaffe a besoin d'informations précises, pas de mensonges réconfortants. Mais il y a une autre dimension à ce qu'il vient d'expérimenter. Quelque chose qui transcende les spécifications techniques et les données de performance. Il vient de piloter un appareil qui représente une répudiation complète de tout ce que la doctrine de l'aviation allemande suppose sur la conception de chasseurs à long rayon d'action. L'installation de Rechlin teste des appareils alliés capturés depuis le début de la guerre. Les premiers chasseurs soviétiques étaient rudimentaires mais efficaces. Les Spitfire britanniques étaient impressionnants mais limités par une courte portée. Les P-47 Thunderbolts américains étaient puissants mais lourds. Chaque appareil avait des forces claires et des faiblesses identifiables que les chasseurs allemands pouvaient exploiter. Le P-51D Mustang a des forces dans chaque catégorie et aucune faiblesse exploitable. Il est plus rapide que les chasseurs allemands à toutes les altitudes. Il monte mieux au-dessus de 6000 mètres. Il plonge mieux à toutes les vitesses. Il tourne adéquatement pour le combat. Il a une portée qui fait ressembler les chasseurs allemands à des appareils d'entraînement. Il a une meilleure visibilité que n'importe quel chasseur de la Luftwaffe. Il a des systèmes fiables et un moteur qui produit une puissance lisse et prévisible. Et c'est peut-être l'aspect le plus psychologiquement difficile. Il n'est pas produit en petit nombre par des artisans maîtres dans des ateliers spécialisés. Il est produit en masse dans des usines américaines par des ouvriers semi-qualifiés, des milliers d'appareils sortant des chaînes d'assemblage à un rythme que l'industrie allemande ne peut commencer à égaler. Au cours des 3 jours suivants, The Felder et son équipe compilent leur rapport d'évaluation formel. Le document est méthodique, organisé et accablant. Résumé des performances. Vitesse maximale à 4500 mètres, 715 km/h. Plafond de service 12 770 mètres. Taux de montée au niveau de la mer 16,3 mètres par seconde. Rayon de combat avec réservoir largable 1210 km. Endurance à puissance de croisière 4h15 minutes. Analyse comparative contre Focke-Wulf 190 A8. Le Mustang est plus rapide à toutes les altitudes. Monte mieux au-dessus de 6000 mètres, plonge mieux et a le triple du rayon de combat. Le 190 conserve l'avantage en taux de roulis à basse altitude et a un armement plus lourd avec canon. Évaluation globale, Mustang supérieur dans la plupart des scénarios de combat contre Messerschmitt Bf-109 G6. Le Mustang est plus rapide à toutes les altitudes, monte mieux au-dessus de 5000 mètres, plonge significativement mieux et a le triple du rayon de combat. Le Bf-109 conserve l'avantage en taux de virage soutenu à basse altitude et a un armement comparable. Évaluation globale.
Mustang supérieur dans la plupart des scénarios de combat. Implication tactique. Le P-51D représente un changement fondamental dans la philosophie de conception des chasseurs. Les chasseurs allemands privilégient l'armement lourd, la construction robuste et la performance compétitive dans l'enveloppe de combat typique du théâtre européen de 3000 à 6000 mètres d'altitude. Le Mustang atteint sa performance grâce à l'efficacité aérodynamique, un moteur exceptionnel adapté à une cellule optimisée et une conception révolutionnaire d'aile à écoulement laminaire qui réduit la traînée. Plus significativement, la portée de l'appareil lui permet d'escorter les bombardiers lourds américains vers n'importe quelle cible en territoire contrôlé par l'Allemagne. Les pilotes de chasse de la Luftwaffe ne peuvent plus attendre que les escortes de bombardiers atteignent leur limite de carburant et fassent demi-tour. Les escortes ne font jamais demi-tour. Le rapport inclut des appendices techniques, des photographies détaillées de la construction de l'aile à écoulement laminaire, une analyse du système de suralimentation, une documentation de l'arrangement de gestion du carburant, un examen de l'installation de l'armement. Les ingénieurs allemands étudient chaque aspect de la conception, cherchant des aperçus qui pourraient être appliqués aux appareils de la Luftwaffe. Mais voici la vérité amère, que le rapport ne peut explicitement énoncer. Même si les concepteurs allemands pouvaient reproduire chaque caractéristique de la conception du Mustang demain, l'Allemagne manque de capacité industrielle, de matières premières et de temps pour produire un tel appareil en nombre significatif. Le moteur Packard Merlin du Mustang nécessite du carburant à haut indice d'octane que l'Allemagne ne peut synthétiser en quantité suffisante. La production de carburant synthétique du Reich est déjà sous attaque de bombardements intenses. À l'automne de 1944, les chasseurs allemands seront cloués au sol non pas parce qu'ils manquent d'appareils, mais parce qu'ils manquent de carburant pour les faire voler. La construction du Mustang utilise des alliages d'aluminium que l'Allemagne doit importer ou synthétiser à grands frais. L'industrie américaine produit de l'aluminium en quantité qui éclipse la production allemande. Un seul Mustang nécessite environ 1000 heures de travail pour être construit. Les usines américaines les produisent à un rythme de plus de 400 par mois. La production de chasseurs allemands, malgré des efforts héroïques, peine à remplacer les pertes au combat. Et même si l'Allemagne pouvait construire un équivalent du Mustang, il n'y a pas de pilote pour les piloter. Les programmes d'entraînement de la Luftwaffe se sont effondrés sous la double pression des pénuries de carburant et du besoin d'alimenter les unités de première ligne en pilotes de remplacement. Les nouveaux pilotes de chasse allemands reçoivent 30 à 50 heures d'entraînement de vol avant d'être envoyés au combat. Leurs adversaires américains ont 200 à 300 heures d'entraînement, dont une grande partie dans des appareils ressemblant étroitement à ceux qu'ils piloteront au combat. Les Américains ne gagnent pas seulement la course technologique, ils gagnent la guerre industrielle, la guerre des ressources et la guerre de l'entraînement. Ils gagnent chaque dimension du conflit simultanément. Le rapport de Tifelder fait son chemin à travers la bureaucratie de la Luftwaffe, tamponné et transmis en haut de la chaîne de commandement. Il atteint le quartier général du Jagdkorps, le commandement des chasseurs. Il est lu par des officiers d'état-major, responsables des tactiques et de la doctrine. Il est noté, classé et finalement archivé. Ce que le rapport ne peut changer, c'est la situation stratégique fondamentale. En juillet de 1944, la Luftwaffe menait une guerre défensive qu'elle ne pouvait gagner. L'invasion de la Normandie a réussi malgré l'opposition aérienne allemande. Les chasseurs et bombardiers alliés opèrent au-dessus du territoire allemand avec une impunité croissante. Le système de défense de chasseurs de la Luftwaffe soigneusement construit, station radar, contrôleur au sol, escadre de chasseurs régionales, est systématiquement démantelé par une force écrasante. Si vous trouvez cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à continuer à produire du contenu approfondi comme celui-ci. Le vol d'essai à Rechlin ne fait que confirmer ce que les statistiques de combat prouvent déjà. Au cours du seul mois de juillet 1944, la Luftwaffe a perdu environ 450 pilotes de chasse tués, disparus ou capturés. Un taux d'attrition catastrophique que les programmes d'entraînement de pilotes ne peuvent remplacer. Les pertes américaines sont également significatives, mais les écoles d'entraînement américaines produisent des pilotes plus rapidement qu'ils ne sont perdus. L'entraînement allemand produit des pilotes plus lentement qu'ils ne meurent. Le Mustang n'est pas simplement un meilleur appareil de chasse, c'est la manifestation visible de la supériorité industrielle, technologique et organisationnelle américaine. C'est la preuve que les États-Unis peuvent concevoir, produire et déployer un système d'armes qui surpasse l'équipement allemand, tout en produisant simultanément ce système en quantités qui font paraître la production allemande triviale. Le 25 juillet 1944, 5 jours après le vol d'essai de Tierfeld, le Musterfernfahrturé fut piloté à nouveau, cette fois par un pilote différent qui voulait vérifier les conclusions. Les résultats sont identiques. L'appareil performe exactement comme documenté. Il n'y a pas de surprise, pas de faiblesse cachée à exploiter. Le Mustang reste à Rechlin tout au long d'août et jusqu'en septembre, occasionnellement piloté, fréquemment étudié. Les ingénieurs allemands photographient chaque détail, mesurent chaque dimension, analysent chaque aspect de sa construction. Ils apprennent beaucoup sur la conception américaine,
la philosophie et les techniques de fabrication. Mais ils ne peuvent pas le reproduire, pas avec les ressources disponibles, pas avec le temps restant. En octobre de 1944, les forces alliées avaient libéré la France et approchaient de la frontière ouest de l'Allemagne. L'installation de Rechlin, autrefois sécurisée profondément à l'intérieur du territoire allemand, est maintenant à portée des chasseurs alliés menant des missions de reconnaissance armée. La collection d'appareils capturés, y compris le Mustang, doit être évacuée plus à l'est ou détruite pour empêcher la recapture. Le destin spécifique du P-51D capturé testé par Thierfelder n'est pas documenté de manière concluante. Il a très probablement été détruit sur place lorsque les forces soviétiques se sont approchées de Brandebourg au printemps de 1945. Il a peut-être été abandonné lorsque Rechlin a été évacué, laissé sur une aire de dispersion bétonnée alors que le personnel allemand fuyait vers l'ouest. Peut-être a-t-il été endommagé irrémédiablement lors d'un raid aérien allié et ferraillé pour le métal. Quelle que soit sa fin, l'avion disparaît de l'histoire dans le chaos de l'effondrement de l'Allemagne. Thierfelder survit à la guerre. Il a été capturé par les forces américaines en mai 1945 et a passé plusieurs mois dans un camp de prisonniers de guerre avant d'être libéré. Dans des entretiens d'après-guerre menés par des officiers du renseignement allié interrogeant les pilotes d'essai de la Luftwaffe, il parle franchement de ses expériences à Rechlin et de son évaluation des avions alliés. Lorsqu'on interroge spécifiquement sur le P-51D Mustang, sa réponse est sans équivoque. C'était le meilleur chasseur polyvalent de la guerre, supérieur au Focke-Wulf 190, supérieur au Messerschmitt 109, supérieur même au Messerschmitt 262 à réaction allemand dans la plupart des scénarios de combat pratiques, parce que le Mustang était fiable, disponible en quantité et pouvait être piloté par des pilotes modérément entraînés en toute confiance. Cet aveu a dû être psychologiquement difficile pour un homme formé dans la mythologie de la suprématie technique allemande. Mais Thierfelder était avant tout un pilote d'essai. Une profession qui exige l'honnêteté intellectuelle et la capacité de rapporter des vérités déplaisantes. Son évaluation du Mustang n'a pas été influencée par la fierté nationale ou la loyauté idéologique. C'était le produit de 47 minutes dans le cockpit d'un avion qui a redéfini ce qu'un chasseur pouvait être. L'histoire des pilotes d'essai allemands pilotant un Mustang capturé et reconnaissant sa supériorité n'est pas simplement une anecdote sur les spécifications de performance des avions. Elle représente une collision profonde entre l'idéologie et la réalité de l'ingénierie, entre la propagande et la vérité mesurable. Le Troisième Reich a construit une grande partie de son identité autour de prétentions à la suprématie technique et industrielle. L'ingénierie allemande était présentée non seulement comme excellente, mais comme intrinsèquement supérieure, une manifestation de caractéristiques raciales et culturelles qui rendait la technologie allemande fondamentalement meilleure que ce que d'autres nations pouvaient produire. Ce n'était pas seulement du marketing destiné aux audiences étrangères, c'était une propagande interne que les Allemands eux-mêmes étaient formés à croire. Les premiers succès de la Luftwaffe semblaient confirmer ce récit. En 1939 et 1940, les chasseurs allemands ont dominé l'opposition polonaise et française. Le Messerschmitt Bf 109 était véritablement de classe mondiale à cette période, plus rapide, mieux armé et plus avancé que la plupart des chasseurs adverses. La doctrine tactique de la Luftwaffe, mettant l'accent sur les attaques coordonnées et la communication radio entre avions, était innovante et efficace. Mais la bataille d'Angleterre a révélé les premières fissures dans cette mythologie. Le Supermarine Spitfire s'est avéré égal au Bf-109 en performance et supérieur dans certains aspects de la maniabilité. Les pilotes britanniques combattant au-dessus de leur propre territoire avec l'avantage de l'alerte radar précoce ont infligé des pertes insoutenables à la Luftwaffe. L'invasion prévue de la Grande-Bretagne a été reportée indéfiniment. Néanmoins, le récit de la supériorité technique allemande pouvait être maintenu. Le Bf-109 a été amélioré avec des moteurs plus puissants. Le Focke-Wulf 190, introduit en 1941, était véritablement supérieur au Spitfire Mark V, alors en service dans la RAF. L'industrie allemande produisait d'excellents avions en nombre substantiel. Ce qui a changé entre 1941 et 1944 n'était pas un déclin technologique allemand soudain. Les chasseurs allemands ont continué à s'améliorer progressivement. Le Bf-109G était plus rapide et mieux armé que le Bf-109E qui a combattu au-dessus de la Grande-Bretagne. Le Focke-Wulf 190 a été continuellement perfectionné avec des moteurs plus puissants et des systèmes améliorés. Ce qui a changé était la nature de l'opposition. L'Union soviétique a commencé à produire des chasseurs en quantité énorme. Des avions qui étaient souvent rudimentaires, mais efficaces et disponibles en nombre, qui rendaient la victoire allemande par attrition impossible. Le Yakovlev Yak-3, introduit en 1943, était plus léger et plus maniable que les chasseurs allemands à basse altitude. Le Lavochkin La 5FN égalait la performance des chasseurs allemands contemporains et a été produit par milliers. Les États-Unis ont mis en œuvre une capacité industrielle qui éclipsait la production allemande. Les usines américaines ont produit plus de 96 000 chasseurs pendant les années de guerre. La production allemande totalisait environ 55
5000 chasseurs de tout type. Cette disparité serait significative même si les avions étaient de qualité comparable. Mais les avions américains n'étaient pas simplement nombreux. Ils étaient en 1943 et 1944 techniquement supérieurs aux conceptions allemandes dans la plupart des catégories. Le P-501 Mustang représente le point culminant de cette évolution technique. Ce n'était pas le premier chasseur américain, ni même le premier bon chasseur américain. C'était la synthèse de multiples flux technologiques. La recherche aérodynamique britannique sur les ailes à écoulement laminaire, la conception de moteurs britanniques dans le Rolls-Royce Merlin, l'expertise de fabrication américaine dans la production de masse de systèmes complexes, et l'expérience opérationnelle américaine définissant les exigences pour un chasseur d'escorte à long rayon d'action. North American Aviation a commencé à concevoir le Mustang en 1940, initialement pour l'usage britannique. Le premier prototype a volé en octobre de cette année-là, un calendrier de développement remarquablement court de seulement 120 jours du contrat au premier vol. Ce développement rapide a été possible parce que North American a puisé dans les connaissances existantes plutôt que de tenter une innovation révolutionnaire. L'aile à écoulement laminaire était basée sur la recherche du NACA. La structure de la cellule utilisait une construction en aluminium conventionnel. Le moteur était une conception britannique existante que Packard fabriquait déjà sous licence. Le Mustang original, propulsé par un moteur Allison, était rapide à basse altitude, mais manquait de performance en haute altitude. Il servait efficacement dans les rôles d'attaque au sol et de reconnaissance, mais n'était pas un chasseur de supériorité aérienne compétitif. La percée est venue lorsque quelqu'un, les récits diffèrent sur qui l'a suggéré en premier, a proposé d'installer le moteur Merlin à la place de l'Allison. La combinaison était transformatrice. Le compresseur à 2 étages du Merlin maintenait la puissance en haute altitude là où l'Allison peinait. Soudainement, le Mustang est devenu non seulement rapide, mais rapide à toutes les altitudes. Le P-51B, volant pour la première fois en décembre 1942, a démontré des performances qui dépassaient tous les chasseurs existants. Le P-51D, avec sa verrière en bulle et sa capacité de munitions accrue, a perfectionné davantage la conception. À la mi-1944, lorsque Thierfelder a piloté l'exemplaire capturé à Rechlin, le Mustang était produit à un rythme de plus de 400 avions par mois. La production totale de P-51 dépasserait finalement 15 000 avions, presque égale à la production totale de toutes les variantes du Focke-Wulf 190 tout au long de la guerre entière. Cette capacité industrielle était elle-même une arme. Même si les chasseurs allemands obtenaient des ratios de victoire favorables dans les engagements individuels, et à la fin de 1944 ils le faisaient souvent, les mathématiques de l'attrition favorisaient les Alliés de manière écrasante. Les Américains pouvaient perdre des avions et les remplacer en quelques semaines. Les Allemands ne le pouvaient pas. Mais le Mustang capturé à Rechlin a forcé les pilotes d'essai allemands à affronter quelque chose de plus psychologiquement difficile qu'une simple infériorité numérique. Ils devaient reconnaître que l'avion américain n'était pas seulement plus nombreux, mais véritablement meilleur. Meilleur de manière qui pouvait être objectivement mesurée et ne pouvait pas être expliquée par des excuses sur la formation des pilotes ou les circonstances tactiques. Le Mustang était plus rapide. Cela pouvait être vérifié avec un chronomètre. Il montait mieux en haute altitude. Cela pouvait être mesuré avec un altimètre et un minuteur. Il avait un rayon d'action plus lent. Cela pouvait être calculé à partir des taux de consommation de carburant. Il était bien manœuvrable. Cela pouvait être ressenti directement à travers le manche de commande. Chaque mesure, chaque test, chaque évaluation objective atteignait la même conclusion. Les Américains avaient surpassé l'Allemagne dans l'ingénierie de cet avion. Cela n'était pas censé être possible. Selon l'idéologie raciale nazie, les Américains étaient dépeints dans la propagande allemande comme culturellement inférieurs, leur société affaiblie par la démocratie et la diversité raciale. Comment une telle nation pouvait-elle produire une technologie supérieure à celle du Reich allemand racialement pure, disciplinée et organisée ? La dissonance cognitive a dû être profonde pour les vrais croyants. Pour les pragmatiques comme Thierfelder, les preuves étaient simplement des preuves. Inconfortables peut-être, mais indéniables. Les vols d'essai à Rechlin n'étaient pas les seuls cas d'Allemands pilotant des Mustangs capturés. Plusieurs P-51 ont été forcés d'atterrir ou capturés relativement intacts pendant la guerre. Chacun a été étudié avec empressement. Les conclusions étaient toujours les mêmes. Dans un cas documenté, un pilote de la Luftwaffe qui avait piloté à la fois le Bf-109 et le Mustang capturé a décrit l'expérience comme comparable à comparer une Volkswagen à une Mercedes. C'était peut-être injuste envers le Messerschmitt, qui était un excellent chasseur selon les normes de 1939, mais en 1944, le 109 était une version raffinée d'une conception obsolescente, continuellement améliorée pour rester compétitive, mais fondamentalement contrainte par sa configuration originale. Le Mustang, en revanche, était une conception à partir de zéro, incorporant la dernière compréhension aérodynamique et optimisée pour la mission spécifique d'escorte à long rayon d'action. Il n'avait pas de contraintes héritées,
Pas de compromis fait pour accommoder les hypothèses d'avant-guerre. C'était ce qu'un chasseur pouvait être lorsqu'il était conçu avec une information parfaite sur ce que la guerre exigeait réellement. Les ingénieurs allemands étudiant le Mustang capturé étaient particulièrement intéressés par l'aile à écoulement laminaire. Cette conception développée par le NACA, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, prédécesseur de la NASA, maintenait un écoulement d'air lisse sur un pourcentage plus important de la surface de l'aile, réduisant significativement la traînée. En théorie, les concepteurs allemands comprenaient l'écoulement laminaire. En pratique, ils ne l'avaient jamais mis en œuvre avec succès dans un chasseur de production. Les tolérances de fabrication requises étaient extrêmement serrées. Toute imperfection de surface, toute tête de rivet dépassant au-dessus du revêtement, toute texture de peinture ou rugosité perturberait l'écoulement laminaire et annulerait les avantages. La fabrication américaine atteignait ses tolérances de manière fiable en production de masse. La fabrication allemande, malgré toute sa réputation de précision, ne pouvait égaler cette cohérence à grande échelle. L'aile du Mustang était un triomphe non seulement de conception, mais de contrôle de processus industriels. Ce modèle se répétait dans de multiples systèmes. Le moteur Packard-Merlin n'était pas intrinsèquement meilleur que les moteurs allemands en termes de conception fondamentale. Mais le contrôle qualité de la fabrication américaine garantissait que chaque moteur fonctionnait selon les spécifications de manière fiable. Les moteurs allemands de la même période montraient une plus grande variation de performance entre les exemplaires individuels. Certains étaient excellents, d'autres étaient marginaux. Les Américains livraient de la cohérence. Le système de carburant du Mustang était une autre révélation. L'avion transportait du carburant dans plusieurs réservoirs. Réservoir de fuselage, réservoir d'aile et réservoir largable externe. Un système sophistiqué de gestion du carburant permettait aux pilotes d'équilibrer la consommation de carburant pour maintenir un centre de gravité approprié tout au long du vol. Les réservoirs étaient auto-obturants, doublés de caoutchouc qui gonflait lorsqu'il était percé par des balles, fermant les petits trous et empêchant une perte catastrophique de carburant. Les chasseurs allemands avaient également des réservoirs auto-obturants, mais la mise en œuvre américaine était plus robuste. Plus important encore, la quantité pure de carburant que le Mustang pouvait transporter tout en maintenant d'excellentes performances démontrait un niveau d'intégration de conception que les ingénieurs allemands admiraient mais ne pouvaient répliquer compte tenu des contraintes auxquelles ils étaient confrontés. Même les petits détails révélaient la réflexion mise dans la conception du Mustang. La disposition du cockpit était logique et dégagée. Le viseur d'armes était simple et efficace. L'équipement radio était fiable et facile à utiliser. Le train d'atterrissage était robuste et tolérant des opérations sur terrain accidenté. Ceux-ci semblent être des points mineurs, mais collectivement ils représentent la différence entre un bon avion et un excellent. Les chasseurs allemands excellaient souvent en performance brute, mais souffraient de problèmes de fiabilité, d'exigences de maintenance complexes ou de particularités de conception qui les rendaient difficiles à piloter. Le train d'atterrissage étroit du Bf-109 rendait la manipulation au sol périlleuse. Plus de pilotes ont été perdus dans des accidents d'atterrissage que dans certains types de combats. Le moteur radial BMW du Focke-Wulf 190 était puissant mais capricieux, nécessitant une gestion attentive pour éviter la surchauffe. Le Mustang était de tous les avis un avion de pilote. Il pardonnait les erreurs, était fiable en opération et efficace dans une large gamme de scénarios de combat. Ses qualités le rendaient approprié pour les réalités des opérations en temps de guerre, où les pilotes variaient largement en niveau de compétence et où les avions ne pouvaient pas recevoir une maintenance parfaite. À l'automne de 1944, le Mustang avait accompli ce que les planificateurs de l'aviation allemande croyaient autrefois impossible. Une véritable supériorité aérienne sur l'Allemagne elle-même. Les chasseurs américains patrouillaient les cieux allemands en toute impunité. Les chasseurs de la Luftwaffe, quand ils parvenaient à décoller malgré les pénuries chroniques de carburant, étaient chassés impitoyablement par des Mustangs qui pouvaient les surpasser dans pratiquement tous les scénarios. La réponse allemande était de plus en plus désespérée. Le chasseur à réaction Messerschmitt 262, lorsqu'il est finalement entré en service en nombre significatif à l'automne de 1944, était plus rapide que le Mustang, capable de plus de 850 km/h. En vitesse pure, il représentait un bond technologique au-delà des chasseurs à hélice. Mais le 262 est arrivé trop tard et en trop petit nombre. La production totale était d'environ 1400 avions. Beaucoup n'ont jamais volé de mission de combat en raison de pénurie de carburant, du manque de pilotes formés ou des bombardements alliés des aérodromes. Les moteurs à réaction étaient capricieux, avec des durées de vie mesurées en heures plutôt que les centaines d'heures qu'un moteur Merlin pouvait fonctionner de manière fiable. Le 262 nécessitait de longues pistes en béton pour le décollage et l'atterrissage, le rendant vulnérable aux chasseurs alliés qui rôdaient près des bases à réaction connues et attaquaient les 262 lorsqu'ils étaient les plus vulnérables pendant le décollage et l'atterrissage, lorsque leur avantage de vitesse était annulé. Plus fondamentalement, le 262 représentait une impasse tactique pour l'Allemagne. Même s'il était produit en quantité illimitée, même s'il était parfaitement fiable,
il ne changerait pas la situation stratégique. L'Allemagne perdait la guerre non pas parce qu'elle manquait de chasseurs suffisamment rapides, mais parce qu'elle manquait de carburant, de pilotes formés, d'industries fonctionnelles et de territoires défendables. Le Mustang et d'autres avions alliés ne gagnaient pas seulement des batailles aériennes. Ils détruisaient l'infrastructure qui rendait la résistance allemande possible. Les bombardiers lourds américains et britanniques, escortés par des Mustangs, ont systématiquement détruit la production de carburant synthétique allemand. Au début de 1945, la Luftwaffe était effectivement clouée au sol, non pas parce que les avions n'étaient pas disponibles, mais parce qu'il n'y avait pas de carburant pour les faire voler. Des centaines de chasseurs étaient assis sur les aérodromes, incapables de décoller. Les pilotes quittaient des avions opérationnels car il n'y avait aucun intérêt à rester. La technologie sophistiquée, les conceptions avancées, l'expertise accumulée de l'aviation allemande, tout rendu sans importance par la simple absence de carburant. C'était l'ironie ultime que le vol d'essai de Tierfeld avait présagé. L'Allemagne avait concentré d'énormes ressources sur le développement de chasseurs avancés, perfectionnant continuellement le Bf-109 et le FW-90, développant le révolutionnaire ME-262, poursuivant de nombreuses conceptions expérimentales. Mais les Américains avaient poursuivi une stratégie différente. Construire un très bon chasseur. Le construire en nombre écrasant. L'utiliser pour permettre des bombardements stratégiques qui détruiraient la capacité de l'ennemi à se battre. Le Mustang n'était pas le chasseur le plus avancé de la Seconde Guerre mondiale en termes de technologie brute. Le ME-262 était plus rapide. Le Yak-3 soviétique virait plus serré à basse altitude. Le Spitfire britannique Mark XIV avait certains avantages de maniabilité. Mais le Mustang était le chasseur le plus efficace car il combinait des performances suffisamment bonnes avec une excellente fiabilité, une portée exceptionnelle et surtout une disponibilité en nombre qui rendait possible un impact stratégique. C'est une leçon qui s'étend au-delà de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Les compétitions technologiques ne sont pas gagnées simplement en atteignant les performances les plus élevées dans des systèmes individuels. Elles sont gagnées en atteignant des performances suffisantes dans des systèmes qui peuvent être produits de manière fiable, entretenus efficacement et employés à grande échelle. Les Allemands poursuivaient la perfection dans la conception d'avions individuels. Les Américains poursuivaient l'adéquation à une échelle écrasante. Lorsque Tierfelder posa le Mustang capturé à Rechlin après 47 minutes de test en vol, il possédait des informations dont le commandement allemand avait désespérément besoin. Il avait vérifié que les rapports de combat étaient exacts. Le Mustang était effectivement aussi bon que les pilotes de la Luftwaffe le prétendaient. En fait, il était probablement meilleur, car les rapports de combat sont toujours contaminés par la confusion, la peur et l'observation incomplète. Les essais en vol fournissaient des données objectives cliniques, mais l'information sans la capacité de réagir est simplement une autre forme de défaite. La Luftwaffe ne pouvait pas construire un équivalent du Mustang, ne pouvait pas former suffisamment de pilotes pour équiper les chasseurs existants, ne pouvait pas produire suffisamment de carburant pour maintenir ses chasseurs en vol, ne pouvait pas défendre l'industrie qui produisait les chasseurs contre une destruction systématique. Savoir que vous perdez n'est pas la même chose qu'être capable d'empêcher la perte. Le Mustang capturé à Rechlin devint un symbole, bien que probablement pas reconnu à l'époque, du fossé entre les hypothèses allemandes et les réalités alliées. Il était posé sur un aérodrome allemand portant des croix de la Luftwaffe, mais il restait fondamentalement américain. La peinture n'avait pas changé ses performances. Les marquages n'avaient pas modifié ses capacités. Il était ce qu'il était. La preuve des réalisations industrielles et technologiques américaines qui dépassaient les capacités allemandes. Dans les analyses d'après-guerre de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, les historiens et les ingénieurs ont étudié en profondeur la conception du Mustang et son impact sur la guerre aérienne. Le consensus est clair. Le P-51D était l'un des avions les plus importants de la guerre, sans doute le chasseur allié le plus important sur le théâtre européen. Son introduction en grand nombre au début de 1944 coïncida avec l'effondrement de l'opposition efficace de la Luftwaffe. Ce n'était pas une coïncidence. L'avion permit la campagne de bombardement stratégique qui détruisit l'industrie allemande. Il obtint la supériorité aérienne sur l'Allemagne, rendant les opérations terrestres en France et plus tard en Allemagne elle-même possibles sans interférence aérienne allemande efficace. Il força la Luftwaffe dans une posture défensive dont elle ne put jamais s'échapper. Et il fit tout cela tout en étant fondamentalement plus simple et moins cher à produire que de nombreux chasseurs allemands. Le Mustang nécessitait environ 25 000 heures-hommes pour être fabriqué. Un Focke-Wulf 190 nécessitait environ 13 000 heures-hommes. Mais le Mustang était plus capable, donc l'investissement américain rapportait de meilleurs rendements. Lorsque vous preniez en compte la fiabilité supérieure du Mustang et sa durée de service plus longue, l'avantage économique devenait écrasant. Cette dimension économique est souvent négligée dans les discussions sur la technologie militaire, mais elle était décisive. Les guerres ne sont pas gagnées par le côté avec le meilleur équipement. Elles sont gagnées par le côté qui peut produire suffisamment d'équipements assez bons pour soutenir les opérations tout en privant l'ennemi de la capacité de faire de même. Le Mustang était assez bon pour gagner la supériorité aérienne,
tout en étant assez bon marché pour produire en quantité décisive. Pour les pilotes d'essai allemands à Rechlin, cette leçon fut délivrée viscéralement, indéniablement par l'expérience de piloter un avion ennemi qui surpassait le leur. La compréhension intellectuelle que l'Allemagne perdait. La guerre aérienne devint une réalité physique à travers le manche à balai d'un Mustang capturé. Werner Thierfelder poursuivit son travail de pilote d'essai pendant les derniers mois de la guerre, évaluant de nouveaux avions allemands au fur et à mesure de leur disponibilité, et formant des pilotes sur les capacités et les limites de l'équipement allié. Au début de 1945, ce travail était devenu largement académique. Il y avait peu de carburant, moins de pilotes et aucune perspective réaliste d'inverser la fortune allemande grâce à la technologie aéronautique. Il assista à l'évacuation de Rechlin alors que les forces soviétiques approchaient. L'installation d'essais soigneusement entretenue, les connaissances techniques accumulées, la collection d'avions capturés, tout abandonné ou détruit pour éviter la capture. Le Mustang qu'il avait piloté disparut dans ce chaos, probablement détruit sur place, ou peut-être endommagé de manière irréparable et laissé comme ferraille. Après la guerre, Thierfelder participa à des débriefings avec des officiers du renseignement alliés qui compilaient des évaluations complètes des programmes aéronautiques allemands. Ces entretiens produisirent un remarquable corpus de littérature technique, alors que les pilotes et ingénieurs allemands discutaient franchement de leurs expériences et reconnaissaient les réalisations techniques alliées. Les contraintes idéologiques de la période nazie furent levées. Les hommes pouvaient parler honnêtement de ce qu'ils avaient vécu. Le consensus parmi les pilotes d'essai de la Luftwaffe était frappant dans sa cohérence. Le P-51D Mustang était le meilleur avion de chasse polyvalent de la Seconde Guerre mondiale. Certains pilotes allemands continuaient à soutenir que des avions allemands spécifiques avaient des avantages. Dans des scénarios particuliers, le FW-90D9 pouvait piquer plus rapidement. Le ME-262 était évidemment beaucoup plus rapide en vol horizontal et le Bf-109K4 grimpait mieux à très basse altitude. Mais lorsqu'il était évalué dans toutes les catégories de performance et tous les scénarios de combat, le Mustang régnait en maître. Cet aveu représentait un reversement complet du récit qu'on avait enseigné aux pilotes allemands. Ils étaient entrés en guerre en croyant que l'aviation allemande était intrinsèquement supérieure. Ils terminèrent la guerre en reconnaissant qu'un avion américain conçu en 1940, perfectionné sur plusieurs années et produit en quantité massive, était meilleur que tout ce que l'Allemagne avait déployé. Le parcours psychologique d'une position à l'autre a dû être désorientant. Mais pour des hommes comme Thierfelder, formés à la discipline des essais en vol, où la mesure objective supplantait la propagande, les preuves étaient incontestables. Merci d'avoir regardé. Pour des analyses historiques plus détaillées, consultez les autres vidéos sur votre écran maintenant.